Parce que l'Afghani, c'est le symbole du musulman instruit, civilisé, homme d'action, etc. Et puis le Cheikh Abdou, si vous voulez, il est revenu avec des fatwas. Son séjour de moins de 3 ans en France était à l'origine de la fatwa sur les caisses d'épargne. Il a permis le prêt à intérêt à taux modéré, que beaucoup d'autres fuqaha interdisent. Mais lui, il dit le riba, c'est pas le prêt à intérêt, c'est l'usure. Le riba, c'est quand vous prêtez à 100%. C'est comme c'est de l'Abbas, l'oncle du prophète, dont les dettes ont été effacées dans Khutbat al-Wada, etc. Et vous avez la fatwa pour les musulmans du Transvaal, du Cheikh Abdou, en pensant à son séjour à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de musulmans indiens en Afrique du Sud, parmi lesquels Gandhi avait commencé son... Gandhi n'était pas musulman, mais il y avait une forte communauté musulmane. Et donc, Abdou leur a envoyé une fatwa, et il dit il faut vous vêtir et vous nourrir selon les mœurs du pays. Donc, parce que le fait même d'enlever la tenue traditionnelle et de mettre le costume européen, ça posait un problème en Algérie, dans toutes les sociétés au Maghreb. Lui, il a dit non, si ça vous permet de vivre mieux, passer inaperçu, il faut changer de vêtements. Et même se nourrir comme les chrétiens et les juifs. Pour les juifs, il n'y a pas de problème, ils ont la viande cachère. Mais même pour les chrétiens, il a donné la fatwa qui permet d'accepter le « Wata'amu ahlul kitab hillun lakum ». Vous avez le Khalil ibn Ishaq, on parle de néo-malikisme maintenant, qui dit quand vous êtes invité par un chrétien, il vous offre de la viande, vous dites Bismillah. Même, il faut éviter la viande de porc, c'est tout. Donc Abdou a donné des fatwas très libérales que nos réformateurs du Coran à la télévision ignorent. Il a été cheikh de l'Azhar, Abdou, donc il savait de quoi il parlait. Il a approuvé le cheikh Qasim Amin dans son livre Tahrir al-Mar'a. Qasim Amin a étudié à Montpellier, alors qu'il venait de l'Azhar. Il a écrit un livre qui s'appelle Tahrir al-Mar'a et il a dit il faut faire évoluer le statut de la femme, mais dans le cadre de l'islam. Donc vous avez des tendances très réformatrices, modernistes, mais de la part de grands théologiens de l'Azhar. Il faut s'appuyer sur eux. Au lieu de nous dire, moi j'ai entendu Tariq Obrou, si j'étais pas là, j'aurais pas cru. Mais j'étais à l'UNESCO quand il a dit on peut réduire le nombre de prières de 5 à 2. Et quelqu'un lui a dit où est-ce que tu as vu ça? Il a dit j'ai trouvé un texte de l'imam Ahmed, qui est le plus rigoriste. Et donc, pour faire plaisir aux médias, etc., non. On peut renouveler l'ijtihad en s'appuyant sur les textes de Abdou. Et puis, il a d'autres fatwas dites libérales qui peuvent aider un débat d'aujourd'hui sans le trancher. On tranchera ce genre de débat quand on aura une véritable autorité religieuse. Or, les instances mises en place par l'État, par l'organisation, par le haut, n'ont jamais fait aucun effort pour devenir une autorité religieuse. Ils se contentent de rencontrer le préfet, le ministre de l'Intérieur, quand il a besoin, les télévisions, oui. Mais pour être une autorité religieuse, il faut connaître la religion. Il faut suivre un cursus, comme celui de la Qarawin, de l'Azhar, de la Zitouna. L'idéal, c'est d'avoir l'équivalent ici. Donc la deuxième partie de mon livre, c'est de remonter dans le temps pour voir pourquoi on n'a pas de représentation de l'islam en France et pourquoi on n'a pas d'éducation musulmane en France digne de ce nom. On est obligé de passer par le précédent algérien. L'Algérie était 3 départements français, donc c'est la France. On a fait une guerre sanglante à cause de ça. Les Français disent c'est notre pays, les Algériens disent non, le djihad, bon, ça s'est terminé dans le sang. Mais c'est les Français eux-mêmes qui disaient l'Algérie, 3 départements français, Constantine, Alger, Oran. Donc la loi républicaine s'applique à l'Algérie.
notamment la loi de 1905, où l'État, l'administration n'ont plus le droit de s'occuper des religions. On a refusé de l'appliquer. Et quand on a fait semblant de l'appliquer, on a commencé ce qu'on appelle les inventaires. Les inventaires dans le cas de l'Église catholique, après 1905, c'est le recensement des biens d'Église que l'État a confisqués. L'État a dépouillé une partie de l'Église catholique, mais qui s'en est remise, ça n'a pas été mortel. Plaie d'argent n'est point mortel, dit le proverbe. Il suffit d'avoir la foi, puis... Dans le cas de l'islam, non, en Algérie. Les inventaires, c'est le recensement des habous confisqués par les militaires au début de la conquête et qui auraient dû être restitués à une église musulmane si la loi de 1905 était appliquée. Et l'une des raisons du refus de l'application de la loi à l'islam, c'était le montant faramineux, c'était estimé à 700 milliards, la fondation de l'islam de France en Algérie aurait été la plus riche du monde si on lui avait restitué ça. Et on utilisait toutes sortes d'artifices jusqu'à la guerre de libération, où les musulmans demandaient l'indépendance du culte musulman. Comme ils ont eu un mur de surdité, ils sont passés à la revendication de l'indépendance politique. Et ça a donné une guerre meurtrière. Et donc on hérite d'un refus de l'administration laïque d'appliquer la loi républicaine à l'islam. Et on a essayé de rattraper ça au moment du gouvernement de Giscard d'Estaing. Vers la fin du mandat de Giscard d'Estaing, il y avait le gouvernement Raymond Barre qui a créé une commission nationale des Français musulmans qui s'occupait des questions sociales, c'est-à-dire les fils de Français musulmans qui étaient dans les camps, dans les cités de transit, leur trouver du travail, parce que vous savez qu'il y a des enfants qui faisaient 6 km pour aller à l'école, hein, ceux qui étaient dans les hameaux de forestage. Donc c'était des problèmes urgents. Et après, il y avait des notables musulmans, un ancien préfet, un ancien secrétaire d'État d'origine algérienne, et un prof d'islamologie qui s'appelait Ali Marad, qui est mort il y a 4-5 ans, qui ont dit il y a le culte. Donc ils se sont mis à travailler sur ils ont trouvé l'héritage et une sorte d'atavisme administratif. L'administration continuait à fonctionner comme l'administration coloniale en Algérie. Les musulmans ne méritent pas la loi de 1905, donc il faut ruser. Mais là, c'est une des rares fois où le gouvernement a écouté cette commission. Ils ont enquêté sur la mosquée de Paris. Ils ont dit c'est la plus vieille mosquée, prestigieuse. Ils ont trouvé que le recteur de l'époque, qui était Hamza Boubacar, le père d'Alil, il recevait 5 financements ministériels par an au nom d'un institut dont l'enquête a démontré qu'il était fictif. Un institut qui n'existe pas. Il existe sur le papier, eh bien vous avez 5 subventions pendant 20 ans. Or, Boubacar avait été nommé illégalement par Guy Mollet en 1957, en violation totale de la loi de 1905. D'ailleurs, c'est Ahmed Benrabrit qui était avant, il a porté plainte du Maroc, de Rabat, parce que c'était un Algérien, famille algérienne installée au Maroc. On l'a chassé par la police. C'est Hassan Benrabrit que j'ai rencontré, il m'a dit on n'a même pas pu terminer le déjeuner de midi. Il nous a chassés. Laissez la place à M. Boubacar. Oui. Et alors, mais c'est Ahmed Benrabrit qui a... C'est Ahmed Benrabrit, pourquoi il est parti? Parce qu'il a dénoncé la torture en Algérie, en 1956. On est venu l'arrêter, il a pris le train le soir pour Genève, puis il est parti au Maroc. Mais de Rabat, il a porté plainte, et la nomination de son successeur a été condamnée par le tribunal administratif, puis par le Conseil d'État, en 1963. Moyennant quoi, le bénéficiaire de ce coup de force, contraire à la loi républicaine, est resté 25 ans en place. Personne n'a pu le déboulonner.
ça prouve que ce n'est pas le droit qui est au centre des relations entre l'État laïque et l'islam. C'est des pratiques illégales. Et donc la période coloniale a duré à la mosquée de Paris jusqu'en 82. Date du départ de Boubacar, quand on lui a interrompu le versement des financements ministériels qu'il refusait au nom d'un institut, qu'il recevait au nom d'un institut fictif. Donc là, il a été négocié avec l'Algérie, où il a confié, je vous passe les détails, là, les chantages et tout. Bref, ça a conduit à l'algérianisation de la mosquée de Paris, et puis les autres se sont mis à demander la même chose. L'Arabie Saoudite et le Maroc ont construit la mosquée d'Evry, et puis d'autres mosquées concurrentes, et c'est le début d'une multi-étatisation du culte musulman en France.